Malgré ces quelques subsides, les experts du monde agricole continuent à pronostiquer la fin inéluctable du veau sous la mer. Ces paysans éleveurs ne sont pour eux que des Indiens folkloriques qui ne survivront pas au progrès de l'agriculture en marche. Personnellement, moi, la première fois que j'ai parlé du veau sous la mer, c'était à Bruxelles, mais c'était autour des années 70, puisque j'étais à la Fédération nationale bovine. Tout le monde se tournait autour de la table en disant quel est ce huluberlu barbu, puisque j'étais plus qu'aujourd'hui, qui vient nous parler d'un truc dont on n'a jamais plus parlé. D'ailleurs, il n'était pas condamné, personne n'osait dire dans une tribune professionnelle le veau sous la mer c'est fini, mais c'était pratiquement pareil parce que techniquement on n'investissait plus sur cette production. Et paradoxalement, donc, ce veau sous la mer, moi je dirais, a fait l'objet d'une erreur d'analyse, d'un contresens économique, on peut appeler ça comme on veut, c'est-à-dire qu'on a condamné un produit qui avait trouvé et déjà identifié son marché très tôt, alors qu'en fait c'était le système de production qu'il fallait revoir, et c'est ce à quoi les éleveurs ont commencé à s'attaquer avec leur structure à partir des années 80. Et il était temps, car malgré cette ferme volonté de défendre leur production et d'avoir de bons débouchés, les producteurs devenaient de moins en moins nombreux. Le veau sous la mer était considéré comme une production ringarde et contraignante pour les jeunes éleveurs, face à un veau d'Italie beaucoup plus facile à faire, d'un aussi bon rapport et laissant nettement plus de temps libre. La première révolution technique qui a eu des conséquences considérables, ça a été la mise au point du concept de salle de tétée, à l'instar de ce qui se passait en vache laitière avec la salle de traite. Il faut savoir que ce concept de salle de tétée a été mis au point par un éleveur de la Dordogne, tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a trouvé aucun technicien capable de l'aider dans cette, dans cette démarche. Et ça a tout de suite fait tache d'huile. Je me souviens, lorsque je suis arrivé en 1991 à l'Association nationale des groupements de producteurs, je suis allé dans une foire à Objat, une foire au veau, et j'ai senti tout de suite que tout était question d'empirisme, de petits secrets que les éleveurs voulaient préserver, voulaient garder jalousement sans les diffuser. Et j'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on va arriver à assurer le développement et la modernisation de cette production qui a pris beaucoup de retard. Il faut œuvrer différemment. Les années 90 voient la sortie du premier référentiel de la production du veau de lait sous la mer. Là aussi, il était temps. Fini les petits secrets des fermes, vivent les méthodes d'élevage, inspirées des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes pour faire de bons veaux sous la mer. Ce manuel, devenu incontournable pour les techniciens et les éleveurs, aborde tous les sujets: génétique, alimentation, reproduction, sanitaire, qualité des veaux. C'est un guide pédagogique complet qui est réactualisé régulièrement au rythme de l'évolution des connaissances. Ce n'est pas seulement cette Bible qui fit le plus bouger les producteurs de veaux sous la mer dans leurs habitudes, mais aussi et surtout une directive européenne sur le logement des veaux qui vint s'imposer aux élevages. Quand est arrivée la directive européenne sur le bien-être, qu'il a fallu mettre en application, on remettait en question le mode d'élevage du veau proprement dit, en supprimant la muselière et en n'attachant plus les veaux, en les élevant en case collective. Mais derrière tout ça, on a vu vite apparaître une perspective intéressante qui était qu'on allait pouvoir démarrer une nouvelle étape de modernisation qui allait plus loin que la salle de tétée. À savoir que loger les veaux en case collective, sans attache, permettait d'entrevoir la mise en application d'un principe complètement différent d'avant. Jusque-là, on a mené le veau à la vache pour la tétée, et à partir de là, on a pu concevoir des modes de tétée où c'est la vache qui venait au veau. De nouveaux éleveurs, intéressés par cette production, inventent de nouvelles techniques de tétée basées sur l'instinct maternel qui pousse la mère à nourrir seule son veau selon ses besoins.
comme cette tétée en libre-service où les veaux têtent sans sortir de leur case. L'éleveur peut mieux se consacrer à la surveillance de ses vaches et de leur progéniture. Un concept révolutionnaire qui a inspiré par la suite d'autres méthodes de tétée tout aussi innovantes. Avec la tétée libre assistée dans la stabulation, donc sans faire d'investissement de construction, de barrières, de salles de tétée. On voulait essayer le veau sous la mer, mais avec le bâtiment comme il était. Oh, ben, en conditions de travail, c'est quand même beaucoup plus souple comme on fait actuellement. Beaucoup moins de temps de travail aussi par rapport à la corde et à la tâche. Que du positif à ce système-là. Hein. Presque n'importe qui peut arriver à faire téter les veaux. Aujourd'hui, je connais des éleveurs qui sont en salle de tétée compartimentée ou en salle de tétée en logette alternée, qui ne se soucient pas que ce soit véritablement la mère du veau qui le fasse téter. L'essentiel, c'est que les veaux, ils têtent, et ils têtent à leur faim. Dans ce bâtiment, il y a 76 veaux quand c'est complet. Mon fils seul, ou même mon épouse, vous voyez, on fait téter 76 veaux en 1h15. Anciennement, c'était 5-6 heures il faudrait. Donc regardez le chemin parcouru pour la même qualité, le même type de production. Je crois que là aujourd'hui, ça permet à des jeunes, c'est pas ringard tout ça. Au contraire, c'est moderne. Avec deux sorties positives. Un besoin de production et des cours qui se tiennent, et donc un besoin de marché.